Et bonjour à tous, donc aujourd'hui, là ce soir, juste après à chaud, je vais faire un petit retour sur mon tournoi Mulligan Challenge 6. Donc moi c'est Vintage Red Panda, donc je sors des games en finale contre Raclem en miroir de bleu-rouge. Aujourd'hui je vais un peu discuter de ce tournoi-là, de moi, de qui je suis, d'où je sors et de ma liste, et des petits trucs que j'ai appris dans ce tournoi sur cette liste-là. Donc, pour vous informer que cette liste-là, je l'ai créée la semaine dernière, donc je l'ai créée le jeudi. On était le combien? Je regarde sur mon calendrier. On était donc je l'ai validé le jeudi 30 mai. Euh, j'ai apporté des changements entre temps, donc on n'avait pas le droit de changer de liste entre jeudi et aujourd'hui. Donc jeudi soir, j'ai fait le tournoi 64 joueurs. Il y avait 9. Non, il n'y a pas 9 rounds. Je sais plus combien il y avait de rounds, j'avoue. Peut-être qu'il y avait 9 rounds. Peut-être qu'il y avait 9 rounds. Donc c'était en round suisse et j'ai terminé premier des rounds. En fait, comment dire, à la fin, j'étais le dernier à un certain nombre de points. Et donc moi, j'étais obligé de jouer la dernière game. Alors que tous ceux qui étaient au-dessus de moi ont fait des égalités intentionnelles et ils ont bien fait. Donc j'ai été premier, mais c'est normal parce que les autres n'ont pas eu l'opportunité de jouer. Ils ont fait exprès des égalités intentionnelles. Moi, la dernière game, je l'ai joué, c'était chaud jeudi, mais j'ai finalement gagné, ce qui m'a permis de dépasser tout le monde en points, donc de passer au-dessus et donc d'être premier. Le gros avantage que ça m'a donné, c'est que durant les games de ce soir, donc les games de quart de finale, demi-finale et finale, j'étais toujours premier, puisque j'avais le toss. Donc, ce soir commençait la fin du tournoi des Mulligan Challenge. J'ai commencé contre un match contre Bleu-Gris, qui est un match-up normalement qui est plutôt bon, mais qui aujourd'hui les listes Bleu-Gris jouent notamment des Ariel qui peuvent poser problème. Et c'est un match qui se joue beaucoup à la plume. Il faut avoir la plume pour essayer de tenir le ramp du Bleu-Gris, et lui aussi va la chercher. Lui va absolument avoir besoin de ce rêve bleu, donc il est obligé d'aller les chercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Flavorsham ne va pas suffire pour lui permettre de piocher, car nous, on va pouvoir gérer son Flavorsham. Donc notre Flavorsham est important au cas où s'il ne joue pas ce rêve bleu, mais surtout, on va essayer de gérer ses Flavorsham, qui soit obligé de jouer ce rêve bleu, et donc nous redémarrer si on a la pluie. C'est un match-up où il y a plein de petites subtilités. Je pense que c'est un 65% de chance d'un bleu-rouge de gagner, si on va dire les joueurs ont à peu près le même niveau. Donc j'ai gagné, mais c'était très tendu. C'était très très tendu. J'aurais préféré tomber contre certains autres match-ups, notamment je n'ai pas croisé de fer gris, alors que s'il vous plaît, continuez à jouer à vert gris. J'adore jouer contre des verts gris, c'est simple de jouer contre des verts gris, on sait quand est-ce qu'on a perdu, on sait quand est-ce qu'on a gagné. Si on draw plein de cartes, on a gagné. Si on ne draw pas de cartes et qu'on se place derrière les tableaux, on a perdu. Comme ça, c'est clair. C'est reposant, les verts gris, c'est très très fort, hein. C'est pas parce que c'est reposant que c'est pas bon, hein. Je pense que c'est un match-up qui, de base, tout le monde pensait que c'était largement gagnant pour le vert gris. Je pense que c'est plutôt du 50-50, à la limite du 60-40 pour vert gris. Mais ça se joue, hein. Vraiment, c'est pas un mauvais match-up. Et j'en ai pas croisé. Donc ensuite, je crois que donc je gagne, je passe en demi, et en demi, je joue contre. En demi, je joue contre quoi? Je vais regarder, je ne me rappelle plus, j'avoue. Tac, tac, tac. Donc j'ai gagné à ce moment-là contre une personne qui s'appelle Romesti. En demi, je joue contre Sankrit qui jouait. Je vais regarder sur le Discord de la Mulligan. Tac. Annonce tournoi, donc sans crit. Ah oui, ça, il jouait aussi bleu-rouge. Donc je fais un match-up miroir. Un premier match-up miroir que je joue pas bien. Il faut être honnête, je le joue pas bien, je fais des erreurs. Je joue mon match-up miroir comme si je jouais contre bleu-gris parce que j'en sors et qu'on a enchaîné les parties. En plus, mon adversaire est un peu lent à jouer sur des décisions qui sont parfois pas ouf. Donc, je fais des bêtises, notamment à cause de Pixelborn. Première partie, je joue une glace à l'eau et je pioche pas avec, ce qui est horrible dans le match-up parce que c'est un match-up qui se joue à la value. C'est un match-up qui se joue à qui sait qu'il y aura plus de cartes en main. L'objectif, c'est d'avoir toujours des cartes en main, de piocher le plus de cartes possible, de détruire les Flavorsham ennemis potentiellement et d'utiliser les nôtres. On veut les cartes clés, c'est bleu lumière, c'est Flavorsham, c'est glace à l'eau, euh,
c'est beaucoup moins plume que dans l'autre match-up. Et en piochant plus, on espère toper des cartes fortes, Sisu Tamatoa et le Kidaim, bien sûr. Donc voilà, on essaye de faire ça. Je la joue très mal notamment, mais lui, il la joue pas bien non plus. Donc on voit que sur cette partie, je pense qu'on n'est pas bien expérimenté. Je pense que moi, c'est parce que je suis toujours dans la partie d'avant et je fais des bêtises. Et lui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il n'a pas assez fait de miroir ou des choses comme ça. Mais notamment, on joue quasiment tous la plume sur les parties, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, hein. Dans ce match-up-là, la plume va vous manger des cartes et potentiellement vous allez faire manger à la plume des cartes qui vous seront ultra utiles pour gérer la sortie adverse. Et donc, ça va vous manger des ressources pour aller plus vite, mais pour potentiellement après avoir une main vide. Donc, aller plus vite, arriver plus vite au tour 9, alors qu'à la fin, vous avez une main vide, ça peut être très complexe. Il faut, si on joue à la plume, le faire pas n'importe comment, il faut le faire avec raison, il faut le faire modérément dans ces match-up miroirs. Mais bon, finalement, je la gagne, donc je gagne ce BO3. C'est un BO3 où notamment je crois que ça decklist. Alors le bleu-gris, il est une decklist où il jouait pas les Ariel, il jouait les belles. Ce qui m'arrange beaucoup parce que les belles, c'est des cartes que je peux gérer, contrairement aux Ariel du 7-4 qui sont hors d'atteinte. Et lui, la decklist du bleu-rouge, je crois qu'elle a rien d'exceptionnel, un peu comme la mienne. Notamment dans ces decklists-là, il n'y a pas de Tremen. Dans ces decklists-là, il n'y a pas de Jody. Et dans ces decklists-là, il y a beaucoup de pioches. Et on joue des soyez prêtes. Je pense que lui joue à peu près la même chose que la même decklist que moi. Ces decklists-là ont été construites dans une méta où on s'attendait à croiser beaucoup de vert gris. Et donc on a contré les verts gris jeudi soir, et donc c'est pour ça qu'aussi beaucoup de bleus rouges sont arrivés dans les tops lundi soir. Actuellement, ma decklist est un peu différente. Je joue potentiellement moins de Scuttle, potentiellement. Qu'est-ce que j'ai changé? Je regarde. Je crois que je joue moins de Scuttle, donc peut-être que deux. Un bleu lumière en plus, une Judy. Il y a peut-être une deuxième Judy que je vais essayer de rentrer. Il faut que je vois par rapport à quoi je la remplace. J'aime bien le fait d'avoir toujours deux soyez prêtes. J'aime bien le fait d'avoir deux Scuttle. Ça peut être très intéressant dans des match-ups où on a besoin de piocher, notamment le match-up miroir. Ça peut être une carte qu'on joue pour aller chercher nos Glace Halo ou nos Dime. C'est très important. Même si la plume en forme d'arête est moins importante, ça reste un objet. Et donc, notamment en late, c'est un objet que des fois on va jouer juste pour le faire manger à Flavorsham ou juste pour avoir plus de points de l'or sur Tamatoa, même si son effet on l'utilise pas. Donc voilà, donc la liste, les ratios changent. Je pense que cette liste va rester forte durant toute la méta et que les ratios vont changer en fonction de ce qui va apparaître. Notamment, on a potentiellement du jaune-rouge qui est en train de monter. On a de plus en plus de match-up miroir. Le bleu-gris s'est adapté aussi. Donc, pour l'instant, on a plus de match-up contrôle. Les verts gris diminuent. Les verts violets ou les rouges violets commencent à se faire une place avec des versions plus aggro et qui jouent des lieux. Et donc là, il faut essayer de jouer plus de petites cartes au début pour potentiellement avoir de quoi détruire les lieux grâce à un Maui au tour 5. Donc, c'est des listes où les ratios vont s'adapter, je pense, mais qui vont toujours rester très très fortes. Voilà. Et finalement, donc j'arrive en finale. Donc là, pour moi, c'était déjà exceptionnel. J'ai un peu décompressé, j'ai gagné une display. Je rappelle que avant les tournois Stitch, un tournoi avec une display à la clé, c'était déjà les plus gros tournois du monde, hein. J'ai fait des tournois avec une display pour le gagnant où c'était 64 joueurs, quoi. Donc pour moi, déjà avoir gagné une display, c'était trop bien. Et donc j'arrive en finale contre Raklem, donc j'avais pas trop regardé ses parties. J'ai suivi la fin de sa dernière partie où j'ai vu qu'il jouait. Enfin, je me suis dit qu'on jouait à peu près la même liste. Confirmation avec lui jusqu'à la suite des discussions. On a eu les mêmes idées. Et donc, entre-temps, on a modifié nos listes à peu près de la même manière. Mais vu qu'on n'avait pas le droit de changer nos listes avant, entre jeudi et lundi, on avait une liste à peu près similaire. Là, par contre, je joue beaucoup mieux. Je m'adapte beaucoup plus au match-up. Je sais que je suis contre bleu-rouge. Je crois que ni l'un ni l'autre on a joué la plume dans tous nos matchs. On joue beaucoup la value. Et notamment, je me pensais que j'étais un joueur moins bon. Mais on arrive à la fin, donc il gagne 2-1.
Et en discutant notamment avec lui à la fin, donc en live et hors live, surtout en live, je crois, on a vraiment des réflexions au deck qui sont quasiment similaires. On arrive à un point très similaire, des mêmes réflexions. Je pense que lui, il a un tout petit peu plus d'expérience que moi, notamment sur le fait de garder certaines ancrables au tout début en mulligan. C'est très particulier de ce deck. Si j'ai l'occasion de faire une vidéo plus poussée sur les théories de ce deck, une grosse vidéo avec, mais je préfère le faire avec quelqu'un avec qui discuter, qui me pose des questions interactives parce que j'ai vraiment du mal à parler tout seul, mais avec quelqu'un, ça me pose aucun problème. Donc une discussion vraiment, réflexion poussée sur ce deck, ça me ferait grandement plaisir. Mais en tout cas, voilà, ça peut arriver. Donc de garder des ancrables, c'est un truc que normalement on fait jamais, que je conseille de ne jamais faire, hein, juste garder des ancrables. Mais dans ce deck, ça peut arriver à certains moments quand on a les bonnes cartes, quand on a les clés du match-up, quand on a les cartes qui sont extrêmement nécessaires et qu'on sait contre quoi on joue. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et donc on arrive avec un niveau de jeu qui je pense est sur ce match-up là très similaire. J'ai pas eu l'impression qu'on a fait des misplays ni l'un ni l'autre. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des plays que vous avez vues en live, je suis preneur. Et donc la première game, il me roule dessus, notamment parce que sur ma pioche, je garde un Flavorsham et une glace à l'eau, qui sont des très bonnes cartes à garder. Je me ligue à 5 et je repioche deux autres Flavorsham et très peu d'autres ancrables. Et donc en fait, il voit très vite que je suis obligé d'ancrer un Flavorsham, qui est une très bonne nouvelle pour lui. Je pense que quand il voit ça dans sa tête, le match-up passe de à peu près 50-50 à du 65-35. Il voit que je joue glace à l'eau, ensuite il voit que je joue pas de jeu vol, que je joue un premier Flavorsham pour manger ma glace à l'eau, mais que j'ai pas d'autre objet derrière au tour 5 ou au tour 6 pour refaire manger à mon premier Flavorsham et que j'ai pas envie d'ancrer les autres parce que je suis en mode si je commence à ancrer deux ou trois Flavorsham, j'ai perdu la game. Donc il me fallait des objets pour faire tourner mes Flavorsham, l'obliger à gérer mon premier et me dire quand il le gère, j'ai des objets et je peux reposer un Flavorsham, etc. En fait, il fallait que la game se passe où je favorise le fait d'avoir plusieurs Flavorsham au début de la partie. Ça peut être une très bonne nouvelle si on les a les uns à la suite des autres, mais c'est un peu comme un rêve bleu, c'est que si on en a plein d'un coup, bah, il nous faudrait plein d'objets pour les nourrir, et si on n'a pas les objets qui suivent, eh ben, ça marche pas. Et donc, c'est une game où je me fais rouler dessus. La deuxième, c'est un peu unilatéral aussi, mais cette fois dans mon sens, j'ai la main de départ parfaite, hein, il faut être honnête. Je crois que j'ai glace à l'eau, je vole, Flavorsham, je peux ancrer un Scuttle, qui sont des cartes pas très utiles. J'ancre un développe ton cerveau, j'ancre une arête. Donc des cartes que j'ai envie d'ancrer. Je pose un Tamatoa, il gère le Tamatoa, mais derrière j'ai une Sissou. Enfin, arrivé au tour 7-8, j'ai un Dime et je repose. Et je pose grosse créature sur grosse créature parce que j'avais beaucoup pioché au tour d'avant. Et donc, c'est une game qui, cette fois, je pense, faudrait que je la regarde peut-être, mais j'ai l'impression de l'avoir vraiment gagné de manière sans difficulté, mais sans réflexion non plus. C'est-à-dire que ça a coulé tout droit, la game était simple, on va dire. La troisième game était particulière. Euh, Au début, je pense qu'on voit très vite qu'il a l'avantage. Il a le mid-game, mais il se retrouve avec peu de cartes en main, et notamment il se retrouve avec une Maléfique Dragon, un Dime posé. Donc je crois que moi aussi j'arrive à poser un Dime, mais une Maléfique Dragon sans trop d'objets. Et donc je crois qu'à un moment il arrive avec une Maléfique Dragon et un Tamatoa sans trop d'objets. Qui sont des bonnes cartes, avec un Dime il peut gagner. Il n'y a aucun problème là-dessus. À un moment de la game, si on regarde nos boards, on se dit Raclem a gagné, c'est terminé. Mais il a peu de cartes en main. Et moi j'ai des solutions, notamment si j'arrive à jouer des Maléfiques Dragons, parce que j'en avais que ce qui avait fait que j'avais ralenti au début et que lui il m'avait passé devant, c'est que lui il avait, c'est que moi dans ma main j'avais des grosses cartes. Et donc du coup j'arrive, je peux enchaîner des grosses cartes, je peux enchaîner des Maléfiques Dragons, et je me dis moi je joue Soyez prête. Il me faut un Soyez prête pour un peu rattraper la game. Si je fais un Soyez prête sur deux grosses créatures, donc ça peut être Dragon, Sissou ou Tamatoa, je peux rattraper ma perte de tempo de l'early et donc je peux gagner. Notamment, j'ai plus d'objets. Enfin, il y a des top decks qui me permettent de gagner. C'est serré. Finalement, je résiste à chaque fois. À chaque fois, il lui reste une créature. Je fais une dragon, mais il a aussi une dragon. Je fais un Maui qui détruit une dragon, mais il a une autre dragon. Donc, il enchaîne des créatures fortes qui sont pas
game breaker, c'est-à-dire qu'on se dit pas ouais il la joue, il a gagné, parce que j'ai du répondant. Mais mon répondant ne permet pas de rattraper le tempo. C'est-à-dire que j'ai toujours du répondant à sa réponse, mais à chaque fois il a le temps de faire un dime, et donc au fur et à mesure de la game, je perds à petit feu, petit à petit. C'est une partie qui s'est beaucoup jouée au top deck parce qu'on a eu des sorties qui étaient vraiment similaires. De toute façon, là, en discutant après avec lui, c'est un match-up où je pense qu'on a des réflexions assez poussées. Je suis très très content d'avoir atteint ce niveau-là. C'était très intéressant, c'était très stressant et très fatigant. Mais voilà, on a réussi. Je suis très content d'avoir la display. Je suis très 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 content d'avoir pu participer à ce tournoi en ligne. Je vais essayer d'en faire d'autres. Je vais essayer de continuer à mettre à faire des vidéos, des publications sur mon Instagram. Donc à chaque fois c'est Vintage Red Panda ou Vintage Red Panda FR. Pour l'instant j'ai créé un Twitch, un Instagram, une plateforme YouTube. Je vais essayer petit à petit de mettre du contenu là-dessus. Mercredi soir, tournoi, nos jeux de société. Et c'est dit, j'en suis sûr, j'irai à Borum. Je vais réserver mes tickets, je pense, cette semaine. Et voilà, donc entre-temps, si j'ai l'occasion, notamment d'ici mercredi soir, je ferai peut-être une vidéo un peu plus précise sur le gameplay de ce deck-là. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous pour ceux qui regardent cette petite vidéo pour avoir des retours sur ce tournoi-là. À la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Ciao!